Bonjour à tous. Je m'appelle Charles, je bosse chez Starkware. Je sais pas si vous voyez du coup ce que c'est Starkware. Ok. Oui. Je suis dans l'équipe on appelle ça la team exploration. En gros, c'est pas l'équipe qui fabrique Starknet directement, c'est l'équipe qui travaille à trouver des usages autour de Starknet et de faire grossir l'écosystème de développeurs. Par exemple, il y a pas mal de projets qu'on a lancés qui ont plutôt bien marché. Il y a Kakarot, je sais pas si vous connaissez, qui est devenu carrément une entreprise qui a levé plusieurs millions. Ils ont fait, je crois, 2 levées. Et à la base, du coup, c'est un projet de la team exploration, la team dans laquelle je suis. Et c'était juste, on a eu une idée qui était d'essayer de créer une EVM en Cairo, donc une VM qu'on a sur Starknet et qui pourrait permettre de rendre Starknet EVM compatible. On pourrait déployer des smart contracts Solidity sur Starknet. Je sais pas s'il y en a à qui ça parle pas forcément, qui sont peut-être un peu novices en blockchain, donc c'est pas très important. Et donc voilà, c'est un projet qui a été créé par cette team-là et ensuite qui est devenu une entreprise. Voilà. C'est ça notre boulot dans cette équipe-là, d'essayer de faire un peu de la R&D et parfois il y a des trucs qui marchent et ça devient des entreprises et donc ça fait grossir l'écosystème. Et ces projets-là, on les développe pas uniquement en interne, on les développe en faisant intervenir des contributeurs externes qui ensuite deviennent, s'ils ont aimé l'expérience, des développeurs sur l'écosystème. Et voilà, d'ailleurs, à terme de ce Basecamp, si ça vous intéresse, si vous avez aimé, vous pouvez venir contribuer sur des projets de la team exploration et être rémunéré pour ça. On rémunère sur Onidust, je sais pas si on vous a parlé de ça aussi. Donc, du coup, c'est environ 500 euros par jour. C'est par issue, donc par exemple, une issue qui va vous prendre 2 heures, on estime que 2 heures divisé par une journée de 7 heures de travail, on vous paye comme ça au prorata de 500 euros par jour. 500 dollars, pardon. Ok, donc j'étais pas là hier, donc je sais pas vraiment ce qu'on vous a expliqué et qu'est-ce que vous connaissez déjà de Starknet. Euh, je peux faire un résumé vite fait de ce que vous avez vu hier. Mais hier, c'est vraiment une intro au concept autour de la blockchain. Ok. Je faisais, Donc tout le c'est monde apporter ça. comprend comment marche globalement dans les grandes lignes de blockchain, pas besoin de rappel sur ça et de ce qu'est une L2, de comment fonctionne vite fait Ethereum ok. Et du coup, on vous a peut-être parlé de Cairo aussi. Donc Cairo, c'est le langage de smart contract de Starknet. C'est-à-dire que pour écrire un smart contract sur Starknet, pour écrire une application, il faut l'écrire en Cairo. Et c'est un langage qui a été créé spécifiquement pour Starknet. Sur les autres blockchains, par exemple sur Solana, on utilise du Rust, un Rust un peu modifié. Sur Ethereum et toutes les autres EVM, c'est pour Ethereum Virtual Machine, on utilise du Solidity. Et toutes les autres L2, toutes les autres Layer 2, toutes les autres surcouches d'Ethereum utilisent aussi Solidity parce que c'est plus simple, ça permet de garder le même écosystème de développeurs. Donc, c'est-à-dire que si tu es un développeur sur Ethereum et que tu veux une application qui est plus rapide, donc qui peut bénéficier des performances d'un Layer 2, tu peux juste copier-coller tes smart contracts que tu as déjà écrit pour Ethereum et tu peux les déployer. Tu as la même application qui existe ensuite sur les autres L2, par exemple zkSync, Polygon et voilà, toutes les autres. Donc c'est plutôt cool, ça permet voilà, de ne pas avoir besoin de fournir énormément de travail pour attirer de nouveaux développeurs et tu as directement, dès que tu lances ton projet, plein d'applications qui existent. Si tu veux un AMM, un truc pour échanger des tokens, il y a juste Uniswap, tu peux copier-coller les smart contracts et tu as Uniswap sur ta chaîne. Du coup, Starknet, chez Starkware, on n'a pas fait ça. On est parti sur vraiment un truc totalement nouveau, mais qui settle toujours sur Ethereum. Donc c'est toujours une layer 2 d'Ethereum, mais qui utilise une nouvelle machine virtuelle. Du coup, ça marche pas avec le VM bytecode et il faut utiliser donc ce qu'on appelle le Starknet OS, qui comprend le Cairo seulement. Donc il faut apprendre un nouveau langage. Donc il faut voilà, attirer des développeurs et tout reconstruire depuis zéro, tout le tooling aussi autour du langage. Et même de l'aspect au niveau de comment on communique avec Starknet, tout a été à refaire. Donc c'est un pari qui, pour pas mal de gens dans l'écosystème, est une mauvaise idée parce que ça ralentit pas mal le développement du projet. Mais c'est un pari risqué qui est motivé par le fait que le VM, c'est un truc qui date un peu. Et avec Ethereum, je crois que ça a été lancé, je vais dire une connerie, donc je vais rien dire, mais voilà, avant 2015. Et voilà, le blockchain a pas mal été utilisé depuis. On a remarqué qu'il y avait certaines choses dans le VM qui n'étaient pas idéales et qui devraient être améliorées. Et on est bloqué un peu avec le VM et qui limite plein d'usages. Donc l'idée, voilà, c'était de repartir à zéro avec un truc nouveau, avec toute l'expérience qu'on a acquis depuis une dizaine d'années dans la blockchain pour essayer de faire un truc qui fitera au mieux les besoins qu'on pourra avoir dans le futur. Donc effectivement, on doit tout reconstruire depuis zéro, mais si ça marche, on aura une meilleure machine virtuelle qu'Ethereum.
Par exemple, on peut faire du gaming, on peut faire tourner un LLM, par exemple, sur la blockchain, ce qui n'est pas possible avec le VM parce que ce serait beaucoup trop coûteux à faire sur le VM. Et en Cairo, c'est possible. Donc, ça débloque plein de nouveaux usages. Et l'idée, donc aujourd'hui, c'est de commencer à apprendre le Cairo. Est-ce qu'il y en a qui sont familiers déjà avec Rust? Ok, ça ressemble beaucoup à du Rust. Ça va pas vous aider. Pour apprendre le Rust, il y a un truc qui est connu, c'est Rustlings. C'est une suite de petits exercices qui permettent de s'habituer à la syntaxe. Et il y a l'équivalent qui existe pour Starknet qui s'appelle Starklings. Et donc, on va pouvoir commencer par ça, histoire d'avoir des bases. Aussi, il faut savoir que contrairement à Solidity, Kairos, c'est un langage qui est general purpose, c'est-à-dire qu'on peut écrire des applications comme en Rust, par exemple, en Cairo. C'est pas forcément un langage de blockchain. Il a été pensé pour être général. Donc là, on va apprendre uniquement à faire des choses avec le langage qui ne sont pas dans le contexte de la blockchain. Et l'idée, c'est que je pense qu'on n'aura peut-être pas le temps aujourd'hui, mais dans les jours à venir, on voit comment est-ce qu'on peut mettre ça en pratique dans le contexte d'un smart contract et comment est-ce qu'avec Cairo, on peut interagir avec Starknet. En créant, par exemple, un token ou des trucs basiques en fonction du temps qu'on aura. Du coup, Starklings, c'est facile à trouver. Il faut juste taper Starklings. Et normalement, c'est le premier lien. Starklings.app. Et sur Start Coding. Vous pouvez connecter votre compte GitHub si vous voulez, mais normalement, votre progression sera quand même conservée. C'est juste si vous changez d'ordinateur, vous pouvez retrouver votre progression. C'est une machine, le mec. Ok, donc l'idée, c'est que ce ne soit pas un cours magistral, mais on peut faire les premiers exos ensemble, ça va assez vite. Et après, quand on tombe sur des trucs où il faut peut-être réfléchir un peu plus, je vous laisse faire tout ça chacun dans votre coin. Et si quelqu'un a une question, je peux venir et on fera des pauses de temps en temps si vous avez des questions, vous voulez. Je vous ferai une pause. Ok, donc au début, on voit comment juste écrire une fonction. Donc le mot-clé, c'est fn, comme en Rust. Et bon là, voilà, c'est assez basique, je n'ai pas grand-chose à dire sur ça, c'est juste fn, le nom de la fonction. Ici, il y aura des paramètres, là, il n'y en a pas. Et si on veut retourner quelque chose, ça sera sous cette forme. Par exemple, on peut retourner un chiffre. En Cairo, les chiffres, c'est felt 252. On verra ça plus tard. Ça serait une fonction qui retourne un felt 252. Faire ça, par exemple, return 0. Et qui peut prendre des paramètres, par exemple, ou un autre felt 252. Ou alors je sais pas, un U, U 128, donc un non signé de 128 bits. Voilà, c'est comme ça la syntaxe, c'est assez basique, il n'y a pas grand-chose à dire. Et on peut juste cliquer sur compile et passer normalement au suivant. Voilà. Pour l'instant, pas de questions, j'imagine. Voilà, vous devez juste réécrire la même chose qu'il y avait avant. Ok, maintenant il y a un peu plus de logique. On a une variable et on appelle une macro. Donc, une fonction comme ça avec un point d'exclamation, c'est pareil, un truc de Rust, ça s'appelle des macros. Bon, c'est pas très important de savoir comment ça marche pour l'instant. Et il me semble que dans les versions récentes de Cairo, on peut pas encore créer ses propres macros. Donc, on va envoyer ça juste comme une fonction. Mais par le compilateur, c'est pas traité exactement de la même façon. Donc, bref, on a une variable x qui vaut 5 et après on appelle la macro println qui va juste print ce qu'il y a ici et remplacer dans les brackets ici la variable qui est là, un peu comme un genre de printf. Sauf que ça marche pas si on veut compiler. Ok, ça nous dit qu'en gros, x, il connaît pas. Parce qu'il faut déclarer x et on utilise le mot-clé let pour faire ça. En Rust. Ouais, vraiment comme en Rust. La syntaxe, c'est vraiment du Rust. Et après, il y a des petites spécificités sur comment le compilateur fonctionne et la VM. Ça comporte pas de la même façon, mais la syntaxe, c'est vraiment du Rust. On peut compiler. Une macro en Rust. Non, du coup, il n'y a pas les mêmes macros. Enfin, il y a certaines qui ont été. En vrai, le langage, toutes les 2 semaines, il y a des updates. Donc peut-être que là, je n'ai pas mis à jour depuis 2 semaines et il y a une macro qui a été ajoutée, mais a priori, non. C'est des trucs qui sont vraiment spécifiques à Starknet sur le de macro. Ah ouais, pardon. Ça va? Ok, ouais, ça va, ça c'est beau. Ok, donc là, ça compile. De zoom.
Ok, donc là, on a une condition et le problème cette fois-ci, si on compile, c'est que missing. Ok, bon, le compilateur, il n'est pas très bon pour expliquer d'où viennent les erreurs. Et bah, c'est un problème qu'il y a dans l'écosystème qui est que bah, comme il faut tout refaire, tout le tooling aussi est à refaire. Et il y a une équipe du coup chez Starkware qui écrit, qui crée le langage. Et bah, il faut créer à la fois le langage, la doc, faire en sorte que les erreurs marchent bien, etc. Il y a plein de choses à faire en même temps et le langage est encore en cours de création. Par exemple, ici, l'erreur n'est pas très explicite, mais en gros, le problème, c'est que x n'est pas initialisé. On ne peut pas juste dire let x et pas mettre de valeur ensuite. On peut, par exemple, compiler 0, et là, cette fois-ci, ça va compiler. Ok. Des questions ouais, c'est vraiment basique pour l'instant. Euh, Là, bah, pareil, on a le souci, il n'y a pas de valeur. Un espace. Non, non, c'est juste qu'on n'a toujours pas filé de valeur. À X. Mais cette fois-ci, à la précision en plus qu'on précise le type de X. Donc X, ça va être un felt 252. Et en gros, le primitive type, c'est le seul primitive type du langage. C'est-à-dire que tout est représenté sous la forme d'un felt 252. S'il y a un autre type, en fait, ça utilise un felt 252 par en dessous. Par exemple, on a un type qui s'appelle le byte array. Donc c'est pour faire des chaînes de caractères qui sont assez longues. Et en fait, à l'intérieur, c'est juste une structure avec différents felts 252 qui stockent bah, la longueur de la chaîne de caractères en question. Et il y a un tableau de felts pour les segments de la chaîne. Enfin bref, à chaque fois, c'est que des felts. Et, euh, et 252, c'est pour le nombre de bits. En fait, ça peut stocker que 252 bits. Un tout petit peu plus en réalité, mais enfin, c'est un demi-bit à peu près après. Donc, on arrondit à 252. Et ça, c'est dû au fonctionnement de Starknet et aux mathématiques qui sont utilisées par Starknet. Donc, c'est pas courant pour un langage d'avoir un truc en 252. Et il se trouve qu'à la fin, le langage va être transformé en un circuit qui va ensuite être prouvé mathématiquement. Donc, on a besoin que les variables fassent une taille maximale. En gros, c'est compris entre 0 et un chiffre premier très, 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 très grand. Et le chiffre premier en question, bah, il limite à 252 la taille des variables. Mais dans des évolutions futures du langage, si on, par exemple, Starknet en ce moment, chez Starkware, ils bossent sur un nouveau prover, donc une partie de l'infrastructure qui génère les preuves d'exécution des transactions. Il va pas utiliser du coup un nombre premier qui va jusqu'à 252, mais qui va jusqu'à 31. Donc on aura des felt 31. C'est pour ça que le chiffre ici est spécifié. Donc, au fur et à mesure que le langage évolue, au fur et à mesure pardon, que l'écosystème Starknet évolue, le langage va être amené à évoluer de la même façon. Et enfin voilà. Donc là, si on veut compiler, voilà, ça nous dit la même erreur que tout à l'heure. Et c'est qu'il nous manque une valeur. Donc pareil, on peut mettre 0. On compile. Et voilà, on passe à la suite. Ici, le problème, je les ai faits il y a très longtemps. Donc je découvre les exemples en même temps que vous. Immutability. Ok, donc on n'a pas le droit de changer ça. Et voilà, le problème ici, c'est qu'on change la variable x, alors que x est censé être une constante. Par défaut, quand on met let quelque chose, en gros, le x est pas censé pouvoir changer. Donc il faut le spécifier au compilateur qui peut changer avec le mot-clé mute pour mutable. Là, si on compile, voilà, ça marche. On a le droit de changer x et si on l'exécute, on verra x est égal à 3 et là, x est égal à 5. Je sais pas si on peut lancer le. Non, théorie, non. Ici, peut-être. Cool. Donc, si on met juste let pour définir une variable, elle est Ouais, c'est une constante, du coup. On ne peut pas la changer. Et la plupart du temps, tu n'as pas besoin en vrai de mute. Enfin, c'est assez courant d'avoir juste besoin d'une variable où tu stockes à un moment un truc dedans et tu peux l'utiliser plus tard. Ok, maintenant, le problème, c'est Ah, putain. la note continue de faire une immutable variable. Ok, donc cette fois-ci, on n'a pas le droit d'utiliser le mot-clé mute ici parce qu'on a don't change this line, mais on veut quand même le réassigner. Et on n'a pas le droit d'utiliser une nouvelle variable, donc on doit réutiliser le number. Donc, comment est-ce qu'on peut faire pour changer la variable? Simplement en se débarrassant en gros du number précédent, et en le redéclarant. Comme ça. On peut utiliser deux fois le même nom de variable.
et ça revient au même, enfin pas vraiment dans le fonctionnement, ça revient pas au même, mais voilà, dans votre utilisation, en gros on overwrite la variable. Cette fois-ci, ça va compiler normalement. Ok, on a bientôt fini avec les variables. Et cette fois-ci, on a du coup des constantes directement. Et pour le coup, les constantes, c'est vraiment des constantes. On peut pas ajouter mut. On peut les mettre en dehors du scope des fonctions, hein. Ouais. Ouais, alors que let, tu peux pas du coup. Ouais, là, on va mettre un let par exemple parce que c'est en dehors d'une fonction. Donc, ce qui est en dehors d'une fonction, c'est forcément une constante. Donc là, don't change the value of this constant. Et le problème, c'est Non, c'est bon. Ok, donc là, il y a un problème avec le fait qu'on ne spécifie pas le type. Et c'est qu'effectivement, pour les constantes, on est obligé de préciser le type de la variable. Donc même si là, par exemple, on utilise 3 underscore 8 pour expliquer que ce littéral-là, il est du type 8. Par défaut, il serait du type FL 252. Donc là, c'est un unsigned de 8 bits. Donc on peut préciser comme ça, 8. Et là, bah, on peut mettre ce qu'on veut. On pourrait mettre aussi 8. Mais pour le coup, on peut aussi mettre FET 252, enfin n'importe quoi qui marcherait avec ça. Et là, normalement, si on compile, ça va marcher. Voilà, pareil. Ok. Du coup, on a fini avec les variables. Vous avez des questions? On est obligé de spécifier le type, Ouais, pour les constantes, t'es obligé. pas pour les constantes. Ok. Tu peux le spécifier si tu veux pour let, mais pour les constantes, c'est obligatoire. Ah ouais, et pour les variables, est-ce qu'il y a le même système de borrowing, ownership? Plus ou moins, mais ça, en fait, c'est pour le coup, la syntaxe est empruntée, mais ça marche pas vraiment de la même façon. Ouais, enfin, on verra ça Sur après. le A pour référencer une variable Il y a en gros d'autres limitations du StarkNet OS qui font qu'on a des trucs similaires, mais ça fonctionne pas exactement pareil. Ok, du coup, on peut passer à la suite. Filling the rest of the line. Donc après, on a des clés. Mission, ici, ligne 9. D'accord, ok, faut juste. Je vous laisse essayer de faire vous-même. Euh, dans une minute, après, on peut passer à la suite. C'est bon pour tout le monde? Moi, ça prend du temps à compiler. Ah ouais, c'est vrai. C'est super long. Ouais, je sais pas pour toi, c'est rapide. Mais... Ouais, du coup, le compilateur est assez lent. Comment? Parce que tu bosses là-bas, c'est plus rapide. Non? Le Starlink C'est Premium. vrai que c'est lent quand même, et même parfois quand on compile des projets un peu plus gros, ça peut prendre plusieurs minutes. Et j'avoue, je sais pas pourquoi. Mais c'est bon. Au début, c'était, par exemple, je lançais, à un moment, je bossais sur un projet, sur la première version de Cairo, où leur compilateur était écrit en Python. Ça prenait jusqu'à 1 heure pour run tous mes tests, alors qu'il n'y avait pas tant que ça. Mais ça s'est pas mal amélioré, et globalement, les perfs de toute l'infra et de tout le tooling s'améliorent vraiment assez rapidement. Mais ça reste quand même assez lent, quoi. Juste pour savoir, ça fait combien de temps qu'il est développé le langage? En fait, il y avait deux versions. À la base, il y avait Cairo 0, enfin, qui était juste Cairo à l'époque, on appelait Cairo 0 maintenant. Et ça ressemblait à un genre de Python très bas niveau, donc c'était un peu chelou. Et c'était plus puissant que ça, mais c'était vraiment hyper dur à utiliser. Par exemple, dès qu'il y avait un if, tu perdais toutes tes variables avant.
T'avais pas de mute, par exemple, en fait, t'avais pas de variable du tout. Il y avait plein de trucs similaires comme ça. Il n'y avait pas vraiment de design pattern non plus. Tu avais juste des fonctions que tu pouvais appeler et c'est tout, quoi. Il n'y avait pas de, je sais pas, de structure de classe ou de trucs comme ça. Donc c'était assez galère, mais au final, il est encore utilisé cette version-là du langage parce qu'elle est plus puissante, comme c'est plus proche de. Mais ensuite, c'est transformé en gros en du Cairo ASM, ou du CASM. Et il y a moins d'overhead entre Cairo 1 et le Cairo ASM et Cairo 0 et Cairo ASM. Du coup, quand tu écris ton code, il est plus rapide et il est moins coûteux du coup en gaz. Et pour les applications qui sont en dehors de la blockchain, quand c'est pas un smart contract, mais quand c'est juste une application écrite en Cairo, c'est mieux d'utiliser Cairo 0. Donc le langage il existe toujours, mais même s'il est plus vraiment maintenu. Et celui-là, du coup, Cairo 1, il a été créé ensuite pour attirer plus facilement des développeurs et je crois que il a commencé à être utilisable, c'était mi-2023. Et la doc est arrivée assez tardivement et même encore aujourd'hui, la doc est un peu manquante. C'est des gens de la communauté qui ont créé la doc eux-mêmes. Et, c'est un peu un problème parce que c'est dur d'onboarder des gens avec une doc un peu pourrie comme ça. Mais ouais, il faut prioriser. Il y a des besoins sur la chaîne qui font qu'on a besoin de telles fonctionnalités dans le langage. Et parfois, du coup, la doc avance moins vite que les fonctionnalités, etc. Et aussi, le langage avance un peu à tâtons, c'est-à-dire qu'il teste des choses, et il voit comment est-ce que la communauté réagit, comment est-ce que les builders apprécient ou non les features. Et en fonction, du coup, ils peuvent revenir en arrière, changer des choses, donc ils perdent pas énormément de temps pour l'instant avec la doc. Et il y a même des discussions en ce moment pour savoir si est-ce qu'on ne devrait pas revenir un peu plus à Cairo 0, parce que justement, avec les problèmes de performance que ça représente. Ouais, donc c'est vraiment un truc qui est très jeune. Ok, du coup, là, on peut juste ça, ajouter le. Attends, quand je parle de Primitive Type, parce que pour l'instant, il n'y a pas trop de lien avec les Primitive Type. Ok, donc là, c'est plus long. Donc là, on va commencer à utiliser des short strings. Et l'idée, c'est que comme le type primitif, du coup, c'est toujours un felt 252. Si on ne le spécifie pas ici, ça sera un felt 252. Et les short strings, du coup, c'est des chaînes de caractères qui ne voient plus de 31 caractères. Et pourquoi 31? C'est parce que on peut mettre 31 octets maximum dans 252 bits. Donc une short string, c'est vraiment juste un felt 252. Par exemple, si on fait on va faire ça. Si je veux avoir l'équivalent en short string dans un felt 252 je sais pas, de ça test, euh, là, ça va être ça. Donc ça, c'est égal à ça. Je sais pas si on voit bien. Non, c'est assez en petit là. Voilà. En gros, pour Cairo, ça va être l'équivalent de ça. Du coup, bah, ça, c'est en ASCII, c'est un T, ça, c'est un E, ça, c'est un S, et ça, c'est à nouveau un T. Du coup, bah, ce chiffre-là, il peut faire maximum 252 bits. Et du coup, bah, cette chaîne de caractères fait maximum 31 caractères. Ça peut poser problème parfois, et c'est pour ça que justement, il y a ensuite un type qu'on verra, je pense, plus tard. Ça s'appelle le byte array pour avoir des chaînes de caractères beaucoup plus longues. Juste 252 bits, ça veut dire que tu as 252 chiffres, c'est ça? 252, 1 ou 0 en binaire. Et du coup, en fait, Ah oui, 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 ok, d'accord, je comprends. on peut trouver le Le plus grand chiffre. prime, calcul. Voilà, en gros, tous les chiffres sont contenus entre 0 et ce chiffre-là. Ok, d'accord. Bon, du coup, ça fait voilà, un fait 252. D'accord. Ok, donc là, si on veut compiler. Ok, bah pareil, il faut continuer, il faut juste créer les variables nécessaires. Tac. Donc là, on a une première variable. Là, toute cette partie-là, a priori, ça fonctionne. On déclare my first initial qui vaut la short string C. Donc C, pour le coup, c'est juste 43 en hexadécimal. C'est-à-dire que si j'avais fait ça, ça serait exactement la même chose.
Ensuite, je sais pas pourquoi ils utilisent bah, ça, on verra après ce mot-clé. Ok, c'est juste une suite de else if, ça print des trucs, on s'en fout. Et là, on a à nouveau la même chose, sauf qu'il n'y a pas il nous manque your caractère. On peut le mettre comme ça. Et là, je crois qu'on va mettre pas un C, mais un S. Bon, si on remplit, c'est pas ça sera bon. Ah, je vais le point virgule. Je regarde un peu aussi. Ah oui, donc c'est trop immutable du coup, à cause de ça. La ref. Ouais. Ouais, en gros, on appelle is alphabétique et il faut qu'on garde la mutabilité. Du coup, il y a le mot-clé ref, donc il faut qu'on le précise ici aussi. Mais je pense qu'on verra dans la partie. Je pense qu'il y a un truc fonction. Ouais. Ils vont expliquer petite partie. Mais ouais, si tu connais Rust, ça doit te paraître familier. Ok. C'est bon, ça va compiler pour tout le monde? Enfin, pardon. Du coup, le type de C, enfin des caractères là, c'est fail Ouais, 252. c'est ça. Et je pense que si tu veux mettre, j'en ai 20, 30, là j'en ai 31. Normalement, ça devrait compiler. Et si j'en ajoute un de plus, ça va me dire que ça ne peut pas compiler. Et ça a compilé, j'en ajoute un en plus. Là, j'ai 32 caractères. Je pense que ça va être l'erreur, mais Je pense que c'est les doubles, c'est les single quotes, je pense qu'il ouais, mais justement, il faut que ce soit en single quote. C'est juste la couleur qui est un peu pourrie, là, parce que c'est l'IDE qui marche pas très bien. En français, les single quotes, c'est justement pour les caractères uniques. Non, c'est pour les short strings en général. En gros, si tu mets des single quotes, c'est interprété comme un felt par le compilateur. Bon, ça a juste fait planter le compilateur, en fait. Et du coup, voilà, c'est pas comme ça. Ouais, c'est vraiment tout planté. Ok, donc on peut passer à la suite. Destruction of the cat table. Ok, donc là, on a un tuple. On peut voilà, avoir ça aussi en héros. Donc on ne doit pas changer cette ligne-là. On a un tuple avec juste une short string et un chiffre. Donc le type de tuple, c'est ça. 52, 52. Et là, en gros, your pattern here égale 4. Donc là, on va déstructurer le tuple comme bon, n'importe quel langage. De cette façon-là. Name. Je trouve avec dans la variable name la première partie du tuple. Donc, pour l'email person. Et dans age, on a 3. Ça, c'est propre à la plupart des langages. Enfin, il y a des questions sur ça. C'est régulier pour tout le monde aussi? Ça prend 15 ans à copier. Ouais. Ah, toujours? Ah, celui-là, il est peut-être moins compliqué. Ok, modify the integer types to make the test pass. On modifie les types a priori. Donc, si on compile, ça donne quoi? C'est un peu chanceux. Ok, donc fail to compile. Ligne 10, il y a un problème. 10 c'est ici. Convert to felt. D'accord, donc là, ça convertit pas vers un felt. Donc c'est une fonction qui prend un non signé de 8 bits et qui est censé renvoyer un felt. Donc a priori, il n'y a pas de boulot à faire parce que c'est un unsigned de 8 bits, il rentre déjà dans un felt. Donc on peut juste retourner x directement. Donc on peut soit écrire return, mettre un point virgule, soit comme en Rust, ouais, juste x comme ça. Ça revient au même. Bon, ce sera un peu plus explicite de mettre comme ça. Pour l'instant, je mets comme ça, mais c'est assez courant
Ouais. Et juste pourquoi, en fait, ça convertit automatiquement en fait le 252, je comprends Parce que du coup, comme c'est le type de la fonction qui... Tu sais qu'en fait, ça va return un fait de 52, donc automatiquement, ça le fait. Ouais. pas. Ah, ok, c'est Il me semble en tout cas. Ouais, il faut que je mieux expected. Non, d'accord, il le fait pas. On va devoir le caster du une coup. fonction qui le fait. Voilà, pour le caster, on va utiliser un trait qui s'appelle into. Et en gros, on peut juste faire ça into. Donc, automatiquement, ça va essayer de le caster vers le bon type. Ou point into, pardon. Ça va peut-être encore fail parce qu'il y a la ligne 14 qui sera pas bonne. Ouais, ligne 14, c'est aussi. Voilà. Donc, ouais, je sais pas si vous êtes familier avec les traits. C'est assez spécifique à Rust, il me semble. Ok, donc en gros, on peut ajouter des fonctionnalités à un type. Là, par exemple, le type U8, il a la fonctionnalité into. C'est une méthode qui lui est associée. Et c'est associé via ce qu'on appelle un trait. Je peux vous montrer à quoi ça ressemble dans le code du compilateur. Ça doit être... franchement, là. Ok. Là, c'est les try into et là, c'est les into. Et donc, on a un... Donc, il faut U8 into belt. Voilà, c'est celui-là. Donc ça, c'est l'implémentation du trait into qui va du coup convertir depuis un U8 vers un felt de 252. Et donc on appelle l'implémentation U8 into felt 252. Ça, c'est dans le code du compilateur. C'est dans l'accord lib en gros. C'est une librairie, en gros l'équivalent de la librairie standard de Cairo. Et on peut le trouver assez facilement, c'est sur Starkware libs / Cairo. Et après dedans, il y a l'accord lib qui est accepté. Et donc on voit juste que ça implémente la fonction into, c'est celle qu'on appelle en faisant juste ça, point .into, qui va juste ensuite appeler U8 toFelt 252 et il y a un truc qui est écrit par le compilateur. Pour le coup, c'est faut aller vraiment dans le code du compilateur en Rust pour voir l'équivalent. Mais ça, en gros, ça explique au compilateur que le A là, il devient un Felt 252, c'est plus un U8. C'est ce qu'on fait en appelant into. Et on peut créer des traits nous-mêmes. Si par exemple, je sais pas, j'ai besoin d'un trait print qui va print automatiquement ma variable, bah, je peux créer un trait print. Ensuite, je peux l'implémenter pour le type U8 et je pourrais faire x.print et ça va appeler bah, cette fonction-là. C'est une façon d'ajouter des fonctionnalités à des types. On peut le faire de façon générique comme ici je sais plus où c'était. Bon, bref, on voyait que le into il était utilisé pour faire de U8 vers FET 252, mais on peut créer pour deux autres types différents. Et tant qu'ensuite on l'implémente correctement. Il n'y a pas besoin de spécifier de spécifier que c'est forcément pour Felt 252. Non, parce que là, du coup, il remarque automatiquement que c'est. Ouais. C'est ça Mais, qui est. sinon, tu peux le spécifier. Ouais. Si j'ai envie de faire ça, je sais pas, par exemple, let A égale. Pour le coup, A, il sait pas ce que c'est, donc il sait pas vers quoi il va devoir le caster. Si par contre, après, j'utilise le A et de façon explicite comme un fait 252, le compilateur pourra le deviner. Mais là, il a rien pour le savoir, donc ça va pas marcher. Et il faudra faire, j'avoue, je sais plus la syntaxe. Ça sert à rien d'en avoir besoin, mais un truc comme ça, je pense. Pas que ce soit exactement ça, mais c'est un truc du genre. On précise ce qu'on appelle vraiment en gros le trait avec le type U8 vers FEL 252. Tac. Donc ça compile. Maintenant, il faut faire pareil. Convert felt to U8. Donc ça, c'est un peu plus technique parce que le felt, il rentre pas forcément dans un U8. Donc on n'a plus le type into, on en a un autre qui s'appelle try into. Donc on peut le trouver ici, felt 252, try into U8. Donc c'est celui-là. Et du coup, il ne nous renvoie plus un 8 directement, mais il nous renvoie, peut-être que je zoome un peu sur ça.
il ne renvoie plus un U8 directement, il nous renvoie un option U8, donc un potentiel U8. Si ça marchait, si le fait de 252 était assez petit pour rentrer dans un U8, il va nous renvoyer un U8, sinon il va nous renvoyer une option vide. Option, c'est un enum qui peut soit valoir un U8, soit variable de type, soit valoir pardon, le type qui est spécifié ici, soit valoir rien. Et donc là, on appelle le compilateur appelle, enfin la corlib appelle cette fonction-là qui est override par le compilateur et qui indique en gros pareil au compilateur que le type a changé. Donc là, on peut faire x.tryInto. Tac. Sauf qu'on a besoin d'un U8 directement, donc on va devoir en gros unpack le U8. Pour les options, il me semble que c'est unwrap. Peut-être que- Il y a plusieurs types différents comme ça. Ok, donc c'est pas celui-là. Le value d'un fils. Ok, donc ouais, ici, effectivement, c'est ça, c'est le unwrap. Sauf que quand il essaie d'unwrap un truc qui n'a pas marché, par exemple pour ce test-là, il essaie de convertir un. Ah non, ok, non, ça a marché, pardon, c'est qu'après, il y a un autre truc à modifier. Ok, donc si ça a fonctionné, on voit que le x.tryInto.unwrap, ça marche. Donc, on prend- Le unwrap, il sert à. Le unwrap, il sert à transformer le option U8 en U8. Ça renvoie une option. Ouais, ça renvoie une option et là on appelle juste unwrap sur l'option. Unwrap pour le coup c'est encore un autre trait. Tac, je pense que je peux le. Ouais, non, FN unwrap. Et l'option, c'est soit 8 soit nul. Ouais, c'est ça. Ouais, donc ici ça c'est un autre trait encore. Ouais, web trait. Et donc ça marche comme ça prend un option T et ça te renvoie le type en question. Donc, je pense on peut trouver après l'implémentation pour le type U8 spécifiquement. Ça doit être dans cette option trait. Je peux pas trouver comme ça. Ouais, je sais pas où c'est avec, faudrait que je creuse un peu. Mais ça doit faire un truc similaire à ce que font les autres, en gros, appeler le compilateur pour lui. On va pas appeler le compilateur pour le coup, décomposer avec les nums et je pense fail s'il y a rien dans les nums et sinon renvoyer le bon type s'il y a quelque chose. Ok, donc il nous reste un truc à modifier ici. C'est modify the test to use the correct integer types. Ok, donc on a vu que le compilateur nous disait qu'il y avait un problème. The value does not fit within the range of. Ok, donc en gros, on essaye de comparer un sum big integers. Donc c'est cette fonction-là, qui renvoie un U8. Donc on essaie de comparer un U8 avec un autre U8, sauf que le littéral ici en question, il rentre pas dans un U8. Donc il nous faut utiliser un autre type. Je crois qu'on a une restriction, c'est don't modify the value, just the type. Ok. Donc là, pour le coup, ça rentre dans un U16. On va avoir un autre problème, c'est qu'on peut pas comparer un U8 et un U16. Voilà, unexpected argument type. Il a trouvé un U16. Donc en gros, quand on fait une comparaison comme ça appelle encore un autre trait qui s'appelle, je crois, le equality, partial equality. Je ne sais plus le nom du trait, mais en gros, voilà, quand on fait un égal-égal, ça appelle un trait qui s'attend à recevoir deux fois le même type. Donc là, il a reçu un U8, donc il s'attend à recevoir après encore un U8, et si tu reçois un U16. Donc ce qu'on peut faire, c'est caster ça en un U16. Pour le coup, on peut utiliser into, parce qu'un U8, c'est plus petit qu'un U16. Donc forcément, ça va marcher, pas besoin de try into. Et là, le compilateur, normalement, devrait détecter lui-même que, qu'on veut le cast en un U16, vu qu'on compare après à un autre U16. Ok, non, il n'a pas trouvé. Non, ça s'est lancé, mais le programme a fail. Les tests ont fail. Celui-là. Au-dessus, on a modifié sum big numbers. Ah oui, non, c'est ça, ok, Ouais, qu'il du faut coup, ça modifier. renvoie en fait D'accord. 252. Ok, donc c'est pas ici qu'il faut le caster, c'est au-dessus. Et cette fonction-là qu'on doit modifier. Pour qu'elle renvoie un U16 directement. Parce que si on additionne 2 8, ça peut potentiellement faire un U16. Et pour faire ça, du coup, je pense qu'il faut caster les deux.
Tac. Et là, normalement, le compilateur, pareil, sera assez malin pour comprendre qu'on veut retourner à U16, donc ça doit être un U16, et si ça doit être un U16, bah, du coup, les deux doivent se caster en U16. Voilà, ça va marcher. Ok, des questions par rapport à tout ça? On doit les caster en U16 avant de. Parce que si tu les additionnes, là, ils sont en U8, à moins que tu précises vraiment que tu veux les casser vers un truc, donc il va additionner les deux U8 ensemble, et potentiellement, il y aura Ah ouais, alors, ok. En fait, si tu les casses pas directement, ça reviendra à d'abord additionner et après vouloir casser. Donc, ils ont déjà été, vous avez eu l'overflow potentiellement. Ça marche de faire comme ça ou pas? Non, justement, ça marche pas parce que là, du coup, tu additionnes, T'additionnes les deux 8. Si jamais 2 8, ouais. si jamais ils sont à la limite en fait des 8, si tu additionnes les deux, ça déconne. Ouais, t'as la valeur elle ne rentrera pas dans un U16, donc il va avoir une valeur aléatoire. Et après, tu casses cette valeur aléatoire vers un U16. Et donc, il faut d'abord bien casser les deux vers des U16 et après, tu peux les additionner. Comme ça, le résultat rentrera dans un U16 directement. D'autres questions? Bah bon, je peux vous laisser peut-être avancer un peu tout seul maintenant. Et il est quelle heure là? 18h53. Vous pouvez essayer de faire les deux operations dans votre coin et après dans 5 minutes on va avancer à 19h. T'as modifié ça pour que ce soit en U16? Ah ouais, je vais faire un quart de cours. Ah ouais, non, j'ai pas de cours. Ah, d'accord. C'est pour ça, tu peux envoyer des temps de moi et c'est le small number, je fais un truc un peu équivalent de place. Il y a pas de façon de racine carrée. Désolé, j'arrive pas à tailler la solution. Ok, pardon. En fait, je sais pas comment on fait une racine carrée. Ça, Ouais, tu dois faire une racine carrière? le module donne la Calculate non, c'est le pourcentage, pardon. C'est quand tu ferais le reste d'une division. Du coup, c'est le pourcentage. D'accord, ok. En gros, c'est X. Ok, je sais. Pourcentage. Si la gare. On va déposer des trucs aux terrasses. Aux terrasses, sur c'est les snacks, c'est là. C'est-à-dire comment? Ouais, il va vider bien son appart. Ça va, il y a du monde. Là, il y avait deux personnes. Oui, vas-y. Moi aussi. Deux dans la salle. C'est faux. Il y a un moyen. Non, c'est trop. Il y a un moyen. 15, je pense. Mais Je suis un peu stressé. C'est pas normal, on peut même pas se faire.
envoyé un email et on m'a envoyé un message. Et je suis Ah ouais, mais t'arrives en fin de vie aussi. Ouais, non, mais même au début, je pense, j'aurais rien compris. J'essaie En de vrai, le comprendre. début, Ouais, j'ai vu, automatiquement, il n'y avait rien à faire. Ouais. tu vois, en jeu, en gros. Enfin, il y a de la guerre, hein, je crois pas qu'on a tout ça. Non, mais vous connaissez tous. Ici, les gens, il n'y a personne qui vient comme un. Il y a tout le monde est fou. Je sais pas, ça dépend. Mais l'esprit, ça se voit. Ouais, il n'y a pas de. Ah, il n'y a pas de puissance. Et là, ça veut dire que je me sens grave bizarre. Il y a pas de puissance. Moi, j'ai juste écrit XOXOX. Même avec le bim, il me redirige sur XOXOX. Et il y a On va voir si ça marqué. continue, ouais, bah, ça marche. Ouais, je mets toujours les problèmes qui se passent. Il n'y a pas de puissance, ouais, d'accord. Je ne sais pas où mettre, c'est-à-dire dans tous les cas. XOXOX. Non, mais le reste, c'est un peu tout ça. Mais Sur le. tu mets Gazette, et des terminaisons, là, genre. Tapez Operator. Integrity, voilà. Là, c'est un chiffre. Pour définir un truc, il faut faire Moi, je vais mettre les Integrity, moi. C'est pour ça que c'était interminable. je vais payer juste en théorie. Et là, tu fais lettre. C'est quoi la flore? Comme ça. T'as fait le 252. Alors là, je vais le faire voir. Ah ouais, c'est pas le. Ah, tu es pas dessus. Ah oui, voilà. Là, ils te disent au-dessus, et voilà. Large Integer, les amis. Ça, c'est égal. C'est égal comme ça. Entre guillemets, Moi, je fais X. C'est en gros le c'est quoi X? Comment tu fais ça? X comme ça? X étoile. Ah oui, d'accord. Ah, Y, moins 2. Le moins, c'est ce bon, celui-là. et tu mets un point virgule. Après, sinon, point virgule, tu fermes la ligne. Ouais, Ouais, c'est ça. Non, mais tranquille, ça, par contre, c'est la base. Tout ce que je sais que c'est la base, point virgule à la fin de tout le temps. Bah, donc ça, là, par contre, finalement, tranquille alors. Ouais, mais oui, mais c'est bizarre, je ne cache pas. Dès le début, du coup. Là, tu vas me dire que ça a marché, là. Wow. C'était juste ça, frère. Mais c'est pas normal. Oui, mais moi, je pensais qu'il y avait des billets. En gros, c'est Il y a 9 points. c'est le résultat de la division. Non, c'est le résultat de la division, mais tronqué à l'intérieur. Comment faire avec l'option? J'ai continué à faire l'option de l'opération 2, je l'ai essayé. C'est le chemin. C'est la même chose, c'est Art, Zenjum. Ah, la puissance? Ouais. Bah, il n'y a pas de truc puissant, donc j'ai fait XOXOX. Ça paraît bizarre qu'il n'y ait pas de. Après, il doit y avoir une fonction avec un livré qui s'appelle pas ou Power. C'est le trail. Du coup, vous avez tous réussi à faire les deux premiers? Cool. Alors celui-là, j'avoue que donc ça va être point fort. Mais la puissance en question, c'est Ouais, c'est ça. donc U-Size, je sais plus ce que c'est comme titre. Je crois que c'est ça doit être un 32. Ça, non, c'est pas mal. De toute façon, on va tester, hein, on va voir si ça va marcher. Non, mais je sais que c'est du test, hein, quand tu connais pas trop donc ça marche pas, il y a une virgule de plus. Ouais, tu laisses reste gauche. On s'en fout parce que le reste.
Il me semble que oui, du coup, USize, ça doit être un 32. Je pensais que c'était un truc du style U et ça peut être n'importe lequel en gros. Ouais, non, c'en est un en particulier, et c'est juste un alias. Et ouais, il me semble que c'est celui-là, mais je me trompe peut-être. Après, j'avoue, en général, tu dis des chiffres, c'est plus explicite. Et je n'utilise jamais celui-là, donc je sais jamais. Et personne n'utilise en fait, donc voilà. Ok, donc ça devrait marcher comme ça. Ah, il Faut est, pas caster pour. il est piégeux, le deuxième. Mais après, il est piégeux. Et là, pourquoi on a un res? Reste, c'est. Ah non, pardon, ouais, non, je sais pas pourquoi ça a mis ça. J'attends. Pourquoi attends. Non, le premier, j'ai raté, comment ça s'appelle? J'ai fait une fois une erreur, et après là, j'ai refait, là, je pense que c'est un peu dépend. Parce que, en fait, Ah ouais, parce que vu qu'en fait, c'est direct en slide. Ah, mais t'as pas besoin d'écrire ça. Ouais, après je sais pas, parce que Effectivement. ça Ça aurait déconné dans. il y a plusieurs options de faire le cap. Il n'y a pas une option. Le langage est bien foutu. Justement, en gros, ça revient à faire un. Même chose, excellent. Je peux le laisser comme ça, en vrai. Mais en fait, il a fait Ah oui, non, c'est test. non, ça fait fois, enfin, ça revient même. Ah, t'as pas beaucoup. C'est beau. 6,3. Ah oui, ça doit être ça. En général, on utilise des trades pour ça, donc je suis pas sûr, mais on voit. Avant, il n'y avait pas de POW en gros dans l'accord libre, donc j'utilisais mon propre POW. C'est là en fait. Faut créer son propre fonction. Ouais, enfin, pendant longtemps, ouais, c'était le cas. Ah, faut X fois X fois X. Après, c'est en récursif, ça se fait facilement. Il n'y a pas besoin de faire X fois X fois X fois X fois X. C'est genre. Ah oui, c'est vrai. Ouais, sinon. C'était payé à l'heure. Ouais, je vais faire ça comme ça, ça sera Après, du modulo. Après, c'est intéressant de voir aussi comment tu fais les puissances, parce que dans les opéras. Il y a un truc, un fast POW sûrement ici. Je crois. En vrai, je peux juste mettre POW. J'ai fait ça, mais il semble pas. Alors, Ouais, mais UI, c'est un type. Tu vois, c'est comme si. Sur des plugins. l'organe, il est d'accord, il a juste. Je pense ce qui était attendu ici, c'était de faire ça, à mon avis. Ouais. Je vais voir s'il y a le fast POW. Il y a une lib qui s'appelle Alexandria. Mais juste X. Là, et Y, tu vas me dire ça va pas prendre. C'est comme si. Dans lequel il y a pas mal de trucs justement liés aux maths et même à plein d'autres choses. Enfin, c'est une lib qui est un peu cool. Dedans, il y a maths, du coup, de leur maths, on aura le fast POW. Fast POW. Non, c'est mieux d'utiliser celle-là que celle du compilateur. Je sais pas si vous connaissez l'algo du fast POW. En gros, c'est un truc pour faire des puissances, mais qui est optimisé pour il va très vite. C'est quoi le tricks, mais il y a. Ah oui, ça utilise les propriétés des XOR et machin sur certains powers. C'est un truc du genre. J'avoue que c'est facile à comprendre, hein, quand j'ai regardé, je trouve ça hyper élégant. Mais voilà, c'est un POW directement. Surtout que sur Starknet, sur la blockchain en général, chaque opération a un coût. Et donc moins d'étapes tu fais, bah, moins ça te coûte en gaz. J'ai vu les commits 1% plus rapides ou des trucs comme ça. C'est marrant. Regardez le reste. Effectivement, dans le deuxième, je faisais pas Il faut juste remettre le commentaire. Ok, le suivant, du coup, Native Integer Types.
Ok, donc faut, j'imagine juste les trois fonctions. Bon, bah, pour celle-là, ça va être lettre S égale x modulo y. Pour celle-ci, x, pardon, pas modulo, for division. Donc ça va être le reste. Je crois qu'on peut juste faire ça normalement. Par défaut, ça fait comme ça. Et multiplication. Ok, bon, j'imagine qu'il y a un piège du coup. Il y avait pas de piège. Parce qu'en fait, sur le deuxième, en fait, la Power Division, c'est juste l'entier, pas le float. Ouais, c'est comme tu vas voir en tri, je crois que c'est pareil, non? Quand tu fais une division avec des lignes, ça garde que le. Ah ouais, ah ouais, peut-être que vu que ça renvoie une slide, tu sais que le reste, il faut le. Ah non, mais en fait, il n'y a pas de. Comme le seul type qui existe en Cairo, nativement, c'est le FEL 252. Il va pas y a pas de virgule de décimale. Il n'y a même pas en fait de négatif. Ça n'existe pas. À chaque fois quand tu as des trucs négatifs, c'est que c'est une structure qui a un signe plus Ouais. que t'as. Et donc là, bah, pareil, il y a pas de. Je crois qu'il n'y a pas de type pour les Float et tout. float et tout. Mais dans Alexandria, il doit y avoir ce qu'il faut pour avoir des équivalents float. Du coup, quand tu fais une division, bah, tu as automatiquement juste le quotient, je crois que ça s'appelle. Non, le quotient, c'est un des deux. Enfin, bref, je sais plus, mais tu as le résultat, quoi, mais sans la virgule. La Floor Division. Voilà. C'est Donc, on passe à la suite. Vous préférez faire celui-là par vous-même ou qu'on fasse ensemble? Ok. Bah, pareil, dans 5 minutes, à 19h15. super. Est-ce qu'il accepte qu'on mette pas de point virgule pour le return? Si tu mets pas de point virgule, ça met pas de Ouais, justement, en fait, si tu mets juste une variable, ça revient à faire return la variable point virgule. D'accord. C'est juste un sucre syntaxique de Rust. Merci. Des virgules sur les tiens. Vous avez eu une intro hier à comment ça marche globalement Starknet, juste dans les grandes lignes? Ouais, genre L2. Ok. Mais pas spécifiquement Starknet. Non, on n'a pas eu longtemps le temps de ça de parler beaucoup. C'est le thing qui a fait la présentation. Ok, d'accord. Moi, j'ai une presse sur le sujet si ça vous intéresse après, faire une pause dans le Cairo.
Ça marche pas. Ça marche pas. Il faut prendre les numéros. Les gens vont comme ça. Moi, j'ai pas encore. En fait, il faut que tu comprennes. Quoi? Ok, sur le. Si A est on retourne sur le Chat. Vous allez parler. Il est même pas On t'a expliqué comment ça marche. Là, ça prend bien la relation A et B. Et ça ressemble Mais on utilise bien cela. Hein. C'est bon pour tout le monde? Bon, du coup, le premier, il est assez simple. C'est juste une fonction qui doit renvoyer le plus grand entre A et B. Donc, on peut juste faire un if A supérieur à B. Dans ce cas-là, on return A. Et sinon, C'est ici. on return B. Il faut peut-être d'ailleurs mettre un point virgule ici. Ok. Et on aurait pu faire ça comme ça, sinon. Avec le chiffre syntaxique de tout à l'heure. Par contre, on n'a pas le droit de mélanger. D'accord? Par contre, on n'a pas le droit de mélanger. De mélanger, c'est-à-dire? C'est-à-dire, tu retournes A comme ça, ou bien return B, point virgule. Tu fais les deux. J'ai pas compris, tu fais quoi? Genre, en gros, là, tu as A, et pour else, return B. Ah, t'es obligé de mettre le return B par contre? Ah non, en tout cas, des mélanger. Si, tu peux mélanger, pardon. Quoique, en vrai, je suis peut-être pas sûr. Déjà, c'est comme ça. Ouais, ça marche. En fait, oui, il me semble que ça va return l'ensemble de ça. Ah, Return B, c'est. Il faut le prendre. Tac, je mets return B. Non, ça marche. ça marche, ça marche. En fait, quand tu fais un if comme ça revient à faire let reste égale if, là, t'as un point virgule. Ah oui, ça. Ensuite, tu fais ça. Ça marche aussi. Et en gros, le if else, c'est considéré comme un truc qui peut être stocké dans une variable directement. C'est un peu chelou de faire un if dans une variable. Mais quand tu mets pas de point virgule, en gros, à la fin de ton if, bah, ça veut dire que tu return. Les accolades obligatoires. Ouais. Ouais, il me semble, je vais vérifier, mais normalement, oui. Parce que quand ça prend du temps, normalement, c'est que c'est pas bon. Ça va arriver du coup. Ok, du coup, le 2, faut que ça compile. C'est quoi le problème? Else if. Non. Ok, donc quand on a fizz, il faut qu'on retourne fou, et quand on a fuzz, il faut qu'on retourne bar. Si on retourne bar, bon, c'est pas très compliqué du coup. Tac, donc dans le else, on va return à la base. On va mettre un else if. Voilà, c'est pour le coup, c'est vraiment des trucs qui sont voilà, spécifiques à Cairo, donc c'est pas hyper intéressant. Ok, voilà. Des questions sur cette partie? Non, cool.
Du coup, on va faire une pause dans le Cairo vite fait pour parler de Starknet et de comment fonctionne Starknet. Apparemment, du coup, hier, on vous a expliqué comment fonctionnaient les layers 2 en général. Mais Starknet a quelques spécificités, donc ça peut être intéressant d'en parler. Directement. Voilà, la première partie, ça explique globalement les blockchains, comment ça marche. Donc là, bon, vous devez tous être à jour à propos de ça. Là, par exemple, on a avec une banque classique, on a Alice qui veut donner 100 euros à Bob pour lui acheter une dinde. La banque dit OK et du coup, bah, Bob peut lui filer une dinde. Et par contre, la banque aussi peut sinon refuser en disant bah non, je veux pas parce qu'il est russe ou alors non, je veux pas parce que je suis contre le fait d'acheter des dindes. Il y a un contexte avant avec les dindes, hein, c'est pas... ou alors non, par exemple, j'ai plus ton argent parce que bah, j'ai tout perdu, je l'ai gamble, je sais pas. Et donc l'idée, c'est de remplacer les banques dans lesquelles on peut pas forcément avoir confiance par voilà, un truc décentralisé. Donc ça peut être l'équivalent du coup de Bitcoin, où en gros, on va contacter un nœud du réseau, lui dire bah, fais la transaction de 100 euros, donc là, bah, je sais pas, de 100 Bitcoin par exemple, et les ordinateurs entre eux vont communiquer pour savoir si oui ou non ils acceptent de transférer les 100 euros du compte de Alice vers le compte de Bob. Alice. L'idée, c'est que les ordinateurs vont en quelque sorte nous faire un vote, et ce vote, il prend du temps parce que bah, faut que tout le monde se mette d'accord. En fait, c'est pas vraiment un vote. Donc sur Bitcoin, c'est qu'on doit hasher un bloc et il faut trouver un chiffre à mettre dans le bloc en question pour que le hash ait une forme particulière. En gros, qu'il soit plus petit qu'une certaine valeur. Et plus la valeur en question est petite, bah, plus il faut tester de hash différents avant d'en trouver une qui rentre qui est plus petite que la valeur maximale. Et comme ça, on règle du coup la difficulté du vote. Donc plus il y a de monde sur le réseau, bah, plus ce chiffre va être petit parce qu'il y a plus de gens qui testent en même temps, plus vite on va trouver. Et comme ça, on peut faire en sorte qu'il y ait un nombre de blocs précis par minute. Enfin, du coup, c'est un bloc toutes les 10 minutes, je crois, sur Bitcoin. Donc voilà, ce processus, il prend un peu du temps. C'est pas aussi cool qu'avec une banque où on lui dit, bah, bouge l'argent d'un compte à l'autre et là, c'est instantané. Donc c'est en théorie très sympa d'avoir Bitcoin, mais en pratique on peut pas l'utiliser dans le monde réel parce qu'il y a seulement quelques millions de transactions qui peuvent passer par jour, alors que avec Bitcoin, avec une banque on peut en faire des milliards par jour. Et aujourd'hui avec le nombre d'êtres humains, on est obligé d'avoir un truc qui supporte au moins quelques milliards de transactions par jour. Donc une première solution, ça peut être de faire comme Solana par exemple, c'est d'avoir des ordinateurs qui sont très très puissants sur le réseau et il faut avoir certains prérequis techniques pour que la machine ait le droit de participer à ce vote en gros. Donc, comme on a des ordinateurs qui sont très rapides, on en a beaucoup moins, mais ça va plus vite. Et on peut du coup avoir des milliards de transactions par jour. Donc c'est ce que fait Solana, mais le désavantage c'est que bah, c'est plus facile de corrompre seulement deux ordinateurs ici que les six. Si par exemple, je crois qu'il y a que 3000 nœuds pour l'instant sur Solana, donc 3000 ordinateurs différents. Et le résultat, la conséquence de ça, c'est que c'est plus facile de profiter du manque de décentralisation de Solana pour faire passer des transactions frauduleuses ou faire un vote, par exemple, qui pourrait censurer quelqu'un ou alors voler de l'argent à quelqu'un d'autre, que sur Bitcoin où il y a beaucoup plus de nœuds, par exemple. Parce que n'importe qui peut se connecter, un téléphone peut être un nœud Bitcoin, comme un supercalculateur. Donc l'idée de Starknet et des layers 2 en général, c'est bah, d'ajouter une couche. Donc ça, on va dire que c'est Ethereum, par exemple. Donc là, on a le vote très lent d'Ethereum et ici, on a une layer 2 qui va d'abord, donc, qui va être une surcouche, une couche numéro 2, qui va processer la transaction de Alice à la place d'Ethereum et ensuite qui va en gros envoyer la transaction à Ethereum. Donc là, on voit que c'est pas très efficace si la transaction, bah, on en envoie une et on ajoute ajouter une étape, ça sert à rien. Mais l'idée des layer 2, c'est qu'elles peuvent agréger plein de transactions en une seule. Par exemple, là, pas très beau, mais on a plein de Alice qui demandent toutes des trucs au layer 2. Mais il va y avoir un seul vote pour toutes ces transactions. Là, par exemple, il y en a 1000. Donc c'est comme ça qu'on peut scale le réseau. On passe de 1 million de transactions par jour, par exemple, à bah, des milliards. Il y a différentes façons de faire ça. Par exemple, il y a les optimistic rollup qui partent du principe que les transactions sont valides par défaut jusqu'à ce que quelqu'un arrive à potentiellement bah, filer une transaction qui est pas valide. Et si la transaction pas valide, elle est passée, c'est visible par tout le monde, tout ça c'est transparent. Donc, quelqu'un peut, par exemple, Bob peut arriver et dire, bah non, la transaction n'était pas valide. Il peut déclencher une vérification des transactions. Donc, les transactions qui faisaient partie de ce batch-là vont être exécutées ici. Si sur Ethereum le vote est valide, ça veut dire que, bah, en fait, c'était valide et que Bob il a déclaré une fausse alerte, donc on lui prend de l'argent.
pour le punir d'avoir fait ça, pour surtout l'inciter à pas le faire pour rien, parce que ça ralentit tout le monde, ça fait qu'il faut tout réexécuter, ça coûte des frais de transaction à faire. Et si par contre effectivement il y avait un problème avec la transaction, bah du coup le nœud qui a exécuté cette transaction en question, qui l'a fait passer sur la L1, sur la Layer 1, donc sur Ethereum, c'est lui qui sera sanctionné. Et donc ça se base sur la théorie des jeux pour garantir que ça marche bien. Normalement, il y a personne qui a d'intérêt à faire ça, parce que si tu veux tricher, bah ça va être vu, et si tu veux déclarer une fausse alerte, bah tu vas juste perdre de l'argent pour rien et faire perdre du temps à tout le monde. Donc ça marche comme ça, mais on se base quand même sur le comportement humain pour que ça fonctionne. Donc ce serait cool d'avoir une solution un peu plus fiable. Et c'est ce que proposent les ZK Rollup, qui en fait vont pas partir du principe que les transactions sont valides, elles vont les vérifier quand même et générer une preuve de cette vérification. Et cette preuve de vérification, elle est beaucoup plus petite que la transaction en elle-même à vérifier. J'explique vite ça comment marche Starknet, Ellie. Tu n'avais pas parlé de ça hier. Tu n'avais pas parlé de comment marchait Starknet en particulier. Juste les L2, on m'a dit. Mais c'est toujours voilà, des gens différents. Donc il y a différentes façons de générer des preuves. Il y a différents outils mathématiques pour le faire. Et le plus connu et qui est celui qui était le plus plébiscité par l'Ethereum Foundation, c'est en gros un groupe de chercheurs qui chabotent un peu Ethereum. C'était les SNARK pour Scalable Non. Bon, je sais plus ce que c'est l'acronyme, mais voilà un acronyme très long pour dire que c'est des preuves qui sont scalables. Par scalable, on veut dire que elles sont plus rapides à vérifier qu'à exécuter directement. Par exemple, j'ai un calcul qui va me prendre une semaine à faire, mais la preuve de ce calcul va me prendre que quelques secondes à vérifier. Donc, je peux prouver que le résultat de ce calcul, c'est ça, sans avoir à le relancer pendant une semaine. Donc, c'est ça le côté scalable. Il y a aussi le fait que il y a de la privacy dedans, que en gros, tu peux prouver le calcul sans divulguer forcément les inputs du calcul en question. Donc, ça, pour le coup, on l'utilise pas, mais ça pourrait être utile pour avoir des trucs privés sur la blockchain. Par exemple, des informations privées qui sont publiquement sur la blockchain, mais qui sont chiffrées de telle sorte à ce que on puisse pas, sans une clé de déchiffrement, le comprendre. Par exemple, je peux envoyer de l'argent à quelqu'un, mais personne peut voir combien j'ai envoyé, à qui et depuis où, quoi. Ce qui est pas le cas pour l'instant sur Bitcoin ou Ethereum, par exemple. Il y a aussi le fait que ça soit, oui, c'est tout en fait, quoi. C'est scalable et voilà. Et donc ça, c'est les snarks, ça fonctionne comme ça. Et ça marche par exemple pour zk-Sync, qui est une layer 2. Ça marche pour. Il y a Polygon qui font aussi leur propre layer 2 comme ça. Scroll, Linéa, enfin bref, voilà, il y a plusieurs projets. Et Starknet ont décidé d'utiliser un autre outil mathématique qui s'appelle du coup les Stark, d'où le nom de Starknet et de Starkware, qui a été inventé par Eli Ben-Sasson, qui est le CEO actuel de Starknet. Donc à la base, c'était juste un mathématicien, enfin juste c'était un mathématicien. Il a un PhD dans je sais plus quel domaine obscur des maths, de la cryptographie, et qui a inventé cet outil mathématique qui est plus performant sous certains aspects que les snarks et donc qui permet de scale Ethereum mieux que les autres L2 en théorie. Et donc c'est pour ça voilà qu'il a créé ensuite Starknet. Mais la boîte s'appelle Starkware parce que l'idée de Starkware, c'est pas de uniquement fournir Starknet, mais de fournir des usages des Stark, donc de cet outil, au monde entier dans d'autres cas d'usage que Starknet. Donc pour l'instant, la blockchain, c'est un truc qui est pertinent pour cet outil-là parce que c'est un domaine dans lequel on fait confiance à personne. On part du principe qu'il faut tout vérifier. Du coup, bah, on peut exécuter des trucs de notre côté et ensuite prouver ça à tout le monde avec la vérification de l'exécution. Mais je sais pas, par exemple, pour une compagnie d'assurance, ça peut être intéressant aussi. Ça peut être pour vérifier qu'une IA a été bien entraînée sur un type de données précises, mais sans divulguer ces données en particulier. Voilà, il y a plein de cas d'usage intéressants. Je sais pas, par exemple, je voudrais que Google exécute un calcul qui va me prendre beaucoup de temps. Et donc, je contacte, enfin, je sais pas, il y a une plateforme où je peux accéder à un de leurs supercalculateurs. Ils vont faire le calcul, mais par contre, ils veulent que je paye pour le résultat. Mais moi, je vais payer uniquement s'ils ont trouvé le résultat. Donc, bah, ils peuvent par exemple prouver la réponse, ensuite me prouver qu'ils ont cette réponse sans me la divulguer, et après, bah, si j'ai cette preuve-là, là, je les paye et je reçois la réponse en question. Voilà, des trucs comme ça. L'avantage du coup des Stark par rapport aux Snark, parce que c'est deux outils qui font globalement la même chose, c'est que le côté scalable, il est plus puissant. En gros, le nombre de transactions qu'on va mettre dans un seul batch, dans une seule preuve,
il va être vérifié pas de façon, enfin la complexité de vérification va pas être linéaire. C'est-à-dire que si j'ai 1000 preuves, ça va pas être 1000 fois plus compliqué à vérifier qu'une seule preuve. Ça va évoluer de façon logarithmique. Donc au bout d'un moment, si j'ai 1000 preuves ou 1001 preuves, ça va prendre la même durée quoi, à vérifier. Et donc ça va pas coûter plus cher d'avoir plus de monde sur le réseau. Donc, de cette manière-là, Ethereum peut scale pas à l'infini, mais très bien. Euh, Ensuite, du coup, la différence, c'est que les snarks sont très légers et les snarks sont plus gros. Sauf que la roadmap Ethereum a tendance justement à, au fur et à mesure des updates, à réduire le coût du stockage. Donc, les updates qui vont arriver sur Ethereum et qui ont déjà commencé à arriver, par exemple, il y en a une qui est arrivée c'était le 13 mars 2024, qui s'appelle le Proto Danksharding, qui a réduit considérablement le coût de toutes les L2 et en particulier de Starknet, qui a, je crois, baissé ses frais de transaction de 99%, un truc du genre. Parce que c'était un truc qui s'attaquait au coût du stockage et bah, les autres L2 n'ont pas autant bénéficié parce qu'ils ont déjà des petites preuves. Par contre, effectivement, c'est plus gros, mais c'est beaucoup plus rapide à vérifier. C'est ça le trade-off de la taille. Et aussi, il n'y a pas de trusted setup. Donc, pour générer des snarks, on est obligé d'utiliser des chiffres qui servent à initialiser ce qu'on appelle les circuits. Et avec ces chiffres-là, on peut générer des fausses preuves. Donc, quand on veut générer des snarks, faut qu'on utilise des chiffres enfin, c'est plus compliqué que ça. En gros, pour générer ces chiffres-là, il nous faut d'autres chiffres en amont et il faut être sûr que ces chiffres-là ont été perdus. Parce qu'avec les chiffres qui ont permis de générer ce qu'on utilise pour les circuits avec les snarks, on peut générer des fausses preuves. Donc, c'est pour ça qu'il y a ce qui s'appelle, donc ça s'appelle le trusted setup. En gros, il faut qu'on fasse confiance dans les chiffres qui ont été choisis. Voilà, faut pas que quelqu'un les ait mis de côté. Et pour faire ça, on fait ce qui s'appelle une cérémonie. Par exemple, il y a la Zcash cérémonie où les chiffres en question ont été générés et ensuite ils ont découpé leurs ordinateurs en live pour bien prouver qu'ils n'ont rien gardé sur un disque dur ou quoi. Voilà. Ça, c'était les cryptographes barbus qui découpent des ordinateurs. Et il n'y a pas ça avec les Stark. C'est un peu plus rassurant de savoir qu'il n'y a pas potentiellement un gars qui se balade avec des clés qui peut voler de l'argent à tout le monde. C'est post-quantum secure, ce qui en vrai est useless pour l'instant, mais qui pourrait être intéressant dans le futur. Et la vérification logarithmique, c'est le truc qu'on a vu juste avant là. Ça. Ok. Voilà, donc c'est comme ça fonctionne Starknet en particulier. Il y a une autre layer 2 qui veut utiliser les Stark, c'est Maiden, c'est une layer 2 qui est développée par Polygon, mais pour l'instant c'est vraiment balbutiant, c'est le truc qui n'est pas encore live. Et donc ils ont quand même quelques années de retard par rapport à Starknet. Et c'est même pas sûr que ce soit live un jour d'ailleurs, parce que c'est un side project de Polygon et qui n'ont pas beaucoup de financement. Et surtout, du coup, l'outil en question, bah, les Stark a été inventé par le CEO de Starkware, donc bon, c'est quand même un peu plus pratique. C'est lui qui l'a inventé, quoi. Il connaît bien le truc. Ah, mais ça, ce dont je parlais tout à l'heure, la différence entre du coup le VM et Cairo, et c'est que bah, du coup, effectivement, on réinvente la roue, mais la roue en question, elle ressemblait à ça, alors que bah, ça, c'est mieux. Et donc, effectivement, c'est plus dur il y a le compilateur qui est très lent, il y a les erreurs qui sont pas ouf et le langage qui évolue lentement et, enfin, qui évolue vite, du coup, et qui casse plein de trucs. Et la doc qui est à chier. Mais voilà, on peut fabriquer des meilleurs trucs avec. Voilà. Alors, vous avez des questions par rapport à ça? Cool. Donc, on peut revenir à ça. Bah, vous pouvez faire les fonctions et. Ouais. On a une petite, juste par rapport aux deux EVM. Ouais. C'est-à-dire que moi, si je suis un utilisateur sur Ether et que j'ai une application qui me plaît, euh, je suis obligé de complètement. Ouais, tu peux pas la retrouver du coup. Ouais. Ouais. À moins que les gens qui aient développé l'application aient codé une version pour Starknet. Par exemple, il y avait AAV, je sais pas si qui pendant un moment bossait à faire une version, un support de Starknet, mais finalement ils ne l'ont pas fait. Et parce que le langage justement évoluait trop vite et que ça leur coûtait trop de ressources en interne. Mais ouais, du coup, tu peux pas retrouver ton application. Par exemple,
Ouais. L'objectif, c'est de créer des applications qui marchent bien sur. Ouais, l'idée, c'est de recréer tout l'écosystème, en fait. Par exemple, Solana l'ont très bien fait avec leur langage. Les gens n'utilisent pas Uniswap sur Solana, ils utilisent Raydium, et c'est un exemple. Et il y a de plus en plus même de protocoles qui intègrent Solana directement parce que c'est devenu une niche de liquidité qui est énorme. Donc l'idée, c'est effectivement la croissance au début sera plus compliquée, mais à terme, on a des meilleures perfs, donc même des meilleures apps. Par exemple, il y a Uniswap sur toutes les chaînes EVM. On peut choisir ici. Où est-ce qu'on peut choisir sa chaîne? Bref, ça supporte toutes les chaînes EVM, toutes les layers 2. Et nous, on a l'équivalent sur Starknet, c'est Ekubo, tac, qui ressemble beaucoup. Et ça ressemble beaucoup parce qu'en fait, ça a été créé par Moody. Et Moody, c'est un ancien core dev de Uniswap. Et qui s'est barré d'Uniswap pour faire Ekubo. Donc, c'est plutôt bon signe, c'est-à-dire qu'il y a des gens, voilà, des gros builders de l'écosystème qui croient quand même un peu en Starknet. Mais effectivement, il y a quand même un retard au niveau des apps. Il n'y a pas autant d'apps sur Ethereum et sur toutes les autres layers 2 que sur Starknet. Mais un avantage qu'on a remarqué au fil du temps, c'est que les gens, du coup, ont plus de loyauté envers Starknet parce que quand tu as fait ton application en Cairo, tu peux la déployer que sur Starknet. Alors quand tu l'as en Solidity, tu l'as à la fois sur zkSync, sur Base, sur Optimism, sur toutes les autres L2. Et voilà, donc on a des teams de développeurs qui vraiment sont attachés à Starknet et qui comptent pas quitter l'écosystème parce que c'était déjà assez chiant d'apprendre le Cairo comme ça. Et On peut utiliser Kakarot. du coup, ouais, l'idée c'était de Kakarot, c'est le projet dont je vous parlais avant, c'était de recoder une EVM en Cairo. Donc on pouvait avoir directement Uniswap, etc. Sur Starknet. Ça devrait arriver, mais d'ici 6 mois normalement. Et de base, ça devait se produire là dans les jours à venir, mais finalement ils ont repoussé parce que il y a de l'overhead. Quand tu exécutes un truc directement sur une EVM ou sur une EVM qui est elle-même dans la Cairo VM, ça perd un peu en performance. Et du coup, s'il se lançait maintenant, il risquait de ralentir le reste de Starknet. Donc l'idée, c'est d'attendre 6 mois et d'améliorer les perfs et l'infra de Starknet pour qu'on puisse lancer Kakarot sans faire péter la blockchain. Et après, il n'y a rien de sûr, hein. Peut-être ça sera plus, peut-être ça sera moins, ou peut-être la boîte va se diriger vers autre chose, mais voilà. Normalement, ça devrait arriver avant. Du coup, on est d'accord que tous les wallets genre MetaMask ne marchent. Si MetaMask il marche avec, je crois que ça s'appelait les extensions, je sais plus, ou un truc pour que tu puisses avoir un wallet MetaMask sur Starknet. Mais du coup, on a des nouveaux wallets qui ont été. Enfin, c'est un truc qui a été supporté récemment par MetaMask. Donc avant, on a eu des wallets qui ont déjà émergé sur Starknet. Et les deux plus connus, c'est Argent et Bravos. Tac, Y. Et l'autre, Bravos. C'est ça. En vrai, Bravos, c'est mieux. Ouais. Parce que l'UX, ça allait mieux, ils écoutent un peu plus les users, alors que Argent, en fait, c'est les plus gros Argent, donc ils s'en foutent un peu, et ils font pas beaucoup de mises à jour. Et perso, j'utilise Argent parce que j'ai tout créé sur Argent, et le wallet sur Argent, mais j'ai rien passé sur Bravo. D'ailleurs, leur dire de rentrer. Ils veulent pas parce qu'ils sont concurrents, du coup. Ouais. Ouais, il y a une des spécificités aussi de Starknet, c'est l'account abstraction. En gros, il n'y a pas de wallet nativement sur Starknet. C'est pas comme sur Ethereum où en gros, tu as une clé privée, c'est un chiffre, n'importe lequel, et de cette clé privée, tu peux avoir une clé publique et une adresse, qui est juste une partie de la clé publique. Et du coup, si tu signes un message, n'importe lequel, une transaction sur Ethereum, en fonction de la clé privée qui a servi à signer, ça va partir d'un wallet différent. Donc, je peux utiliser la clé privée 1, 2, 3, et donc de cette clé privée, j'ai une clé publique qui est je sais pas laquelle, et donc une adresse qui est je sais pas laquelle non plus. Du coup, je peux dire, je vais envoyer une transaction depuis cette adresse-là, et je vais chiffrer avec la clé publique 1, 2, 3 qui correspond. Et il n'y a pas du coup de notion dans le protocole d'Ethereum de notion vraiment de wallet au-delà de juste si tu as signé avec ce chiffre-là, ça correspond à ce wallet. Alors que sur Starknet, tu peux, en gros, ton wallet, c'est un smart contract. Donc ton wallet, c'est une application que tu crées et les transactions ne sont pas signées par défaut. Donc toutes les transactions partent de l'adresse 0. Et les transactions, elles partent de l'adresse 0 pour ensuite appeler un smart contract qui lui va vérifier que tu as fourni la bonne signature pour exécuter telle ou telle transaction. Et l'avantage, c'est que tu peux du coup avoir des wallets qui sont programmables où tu peux ajouter des fonctionnalités dans ton wallet. Par exemple, je peux faire en sorte que tu aies le droit de dépenser que tant par jour. Je sais pas si tu veux avoir une application bancaire avec des limites comme ça. Je sais pas, tu peux faire en sorte que s'il y a trop d'argent qui bouge d'un coup, soit automatiquement bloqué, c'est peut-être qu'on t'a volé, ou tu peux faire en sorte que si tu oublies ta clé privée, tu peux
Juste envoyer un mail ou enfin, prouver voilà, que tu détiens telle adresse mail et hop, ça débloque ton compte automatiquement. Ou alors avoir une autre clé privée de secours que tu as filée à quelqu'un, par exemple. Enfin, voilà, t'as plein enfin, tu peux juste voilà, customiser ton wallet. En vrai, c'est un outil qui est vraiment puissant, le Account Abstraction, et c'est pas propre uniquement à Starknet. Il y a aussi d'autres blockchains qui l'ont, d'autres layer 2, parce que avec le temps, on s'est rendu compte que c'était chiant d'avoir des wallets qui n'étaient pas programmables. Ça fait partie des trucs que le VM, des problèmes de l'EVM que justement Cairo peut résoudre. Et juste dernière question après. Vas-y, finis ta question. Non, vas-y, je t'avais pas vu. Vas-y. Vas-y, comme ça, C'était juste pour avoir une comparaison. Genre, si j'ai bien compris, le VM, il y a plusieurs nœuds qui travaillent ça pour et Starknet. pour l'instant, du coup, il y a juste cette, comme dans l'image, faudrait que je retrouve la presse, mais en gros, tu as un seul ordinateur, le séquenceur. C'est par lui que passent toutes les transactions. Donc, pour l'instant, effectivement, la layer 2 n'est pas décentralisée. Mais donc, tant que ta transaction, en gros, n'est pas passée de la layer 2 à la layer 1, potentiellement, le Starknet peut te censurer. Mais une fois, par contre, c'est validé sur la layer 1, voilà, tu profites de la décentralisation d'Ethereum. Et c'est pour ça qu'en ce moment, c'est un des trucs dans la roadmap de 2025 d'avoir des séquenceurs décentralisés. Donc, n'importe qui pourra lancer son propre séquenceur. Et donc, tu auras le même système de vote que sur Ethereum, mais encore au-dessus. Parce qu'en vrai, quand tu envoies une transaction, elle est d'abord confirmée sur la L2, sur Starknet. Et ensuite, quand il y a assez de transactions qui ont été reçues, il y a un batch qui est généré, qui est envoyé sur la L1. Mais entre le moment où il reçoit ta transaction et le moment où elle est mise dans un batch et envoyée sur la L1, il se passe quelques heures. Donc, dans ces quelques heures-là, potentiellement, tu peux être censuré par Starknet, qui n'est pas décentralisé. Pour l'instant, en tout cas. Et là, il y a le stacking qui a été mis en place, donc les gens peuvent staker leur Stark, et d'ici quelques mois, on va pouvoir commencer à run son propre séquenceur et à valider des blocs. Et du coup, ta question? C'est juste pour Bravo, s'il n'y a pas un truc qui couvre les filles. Si tu as un truc qui s'appelle le Paymaster, justement, c'est un des trucs qui est cool avec les Account Abstraction, c'est que tu peux avoir quelqu'un d'autre qui paye les frais pour toi. Parce que en gros, tu peux exécuter une transaction depuis un autre wallet qui va. Je sais pas, c'est peut-être pas hyper intéressant à expliquer, mais voilà, en gros, c'est un wallet qui va appeler un autre wallet. Et donc, c'est le premier qui a été appelé qui va payer les frais. Voilà. Donc, toi, tu peux signer ta transaction normalement et ensuite l'envoyer à un autre wallet qui va accepter de l'exécuter pour toi. Voilà. D'autres questions? Du coup, on peut faire vous pouvez faire les quatre fonctions et dans 10 minutes, je pense. Enfin, on va même pouvoir arrêter parce qu'il est déjà 19h40. C'est à 20h avec cette table? Ok. Déjà, Acert, ça existe. Le coup d'ADA, le coup d'ADA, c'est ça. On a quand même après qu'on s'apprend plus sur les informatiques, parce que leur fait, c'est Moi, j'ai regardé Acert et la macro Acert avec un point d'exclamation. Ouais, c'est vrai que non, mais c'était juste ça. C'est marrant, il faut pas changer ce qui existe déjà. Ouais, je sais pas. Submitted code compiles, but you are not following the il fait de gauche. Ah, oui, en fait. Comment est-ce que c'est rentable Je pensais le faire. Je pensais à ça, mais je sais pas. pour les faire personne Peut-être que Acert, ça marche. en place des Break direct, en fait, si tu mets if counter, tu break le break. Acert, ça marche. Le doc, il n'y a pas écrit que. Il y a écrit que Acert, ça doit être comme ça.
Oui, Tu dois aussi avoir les. Et si je change comme ça marche, mais ça considère que j'ai changé la ligne. Comme ça marche. Mais ouais. Donc ça, vous allez kiffer, il n'y a pas de boucle. Lui, ça t'a un fait. Pointeur égale 5. Mon prime, j'étais, je crois, à 1500, un truc comme ça. Non, on fait une. Ouais, go. Vas-y, C'est un prof de classe. C'est quand même fait après. Ils auraient dû mettre le premier en deuxième en premier, le premier en deuxième. C'est clair. Ça ressemble aussi beaucoup. Fini leur bootcamp. Ça a pris 4 jours pour le faire. Ouais, personne l'a fait en 4 jours. C'est quand même le nombre de mecs aussi qui complètent en entier, il y en a quasiment aucun parce que le dernier truc, c'est vraiment un gros projet qui rassemble tout ce que tu as vu. C'est vraiment un projet avec différents contrats qui sont assez big. Moi, je me fais en demi-finale. C'est bien. Ah non, si ça met trop de temps, c'est que c'est pas bon. Enfin, c'est que. Ouais, du coup, en gros, c'est là, tu faut pas caster le résultat. Faut pas appuyer into sur le résultat, mais directement sur les deux, sur le X et le Y. Je trouve que peut-être tu refresh du coup si ça. Parce que, en fait, sinon, le résultat est dans un U8. Et, donc, potentiellement, le résultat a déjà dépassé le U8. Et du coup, bah, tu as perdu l'information. Il faut d'abord caster les deux et ensuite. Enfin, si tu as d'autres questions ou si tu es. Là, je vais d'abord voir si j'ai. Ok. Vous avez fini. Regardez ce qu'on a fait sur Ça a marché, le problème. Ça n'a pas marché. Là, ça tourne à l'infini, j'ai l'impression. Ça n'a pas cassé le loop. C'est un petit peu vrai qu'à tu comprends comment on fait juste pour comme ça si je le recherche un peu. Parce que comme ça fait un marché. Si, je pense que ça c'est que ça c'est tout en fait. Ça c'est l'ordre de l'action des parents.
Non, mais s'il vous plaît. On veut tricher. Une petite question. Sur le loop, là, l'idée, c'est de return pointer quand ça arrive à 5. Let result égale 5 et que ça valide le 1. Du coup, est-ce qu'on fait pour retourner la valeur de pointer? On fait genre, par exemple, ça pour retourner le pointer. Ça mouline à l'infini, en fait. Ok. Ouais, parce que du coup, en fait, ça va retourner ça dans le if. Et le if, je pense qu'il faut peut-être mettre un point virgule après le if. En gros, sur la collade à la fin Ah, du if, oui, effectivement. tu mets un point virgule et que tu fasses vraiment return counter, du coup. Ok. Si on utilise mon 13, je pense que ça marche. Je pense que ça va suffire. Return pointer sans point virgule, je pense qu'on le met à la fin du. Oui, pardon, il faut mettre un point virgule. C'est marrant. Ça, je pense. Ouais, normalement, ils veulent pas que je mette un return dans le loop. Sauf que j'arrête. En fait, il veut un statement break qui arrête le loop. Mais je vois pas comment break et à la fois return la valeur compteur. Comment je fais? Fais le int. Fais get int, je crois, il y avait des infos. Mais t'es obligé de garder cette structure-là, d'avoir la loupe qui met un résultat dans le. Dans result? Ouais. Je crois pas que je sois obligé, mais je pense que je peux juste écrire let result égale 5 et ça va passer. Mais, Il fallait faire break. Oui, et juste en dessous, il fallait faire. Genre, result égale counter. By adding the value you want return after the break expression. Ah, bah on peut le faire après le break. J'ai mis break counter, ça va. On met un petit break comme ça. Et après on fait. Ouais, ça me paraît bizarre. After the break expression you use to stop the loop. Targets that assigning a variable to the value returned from a loop. It's an expression and we use semicolon. En vrai, je pense que j'aurais juste fait la loupe et break, et après result égale counter. Ouais. Pointer. Et là, je mets un point virgule ici, ça devrait marcher. Je vais essayer de faire ça va marcher. Je pense pas que ça marche. Non, le bon, il est là, l'autre, c'était fou. En plus, ça marche 15 ans. Ça peut marcher. Du coup, là, l'idée, ce serait d'écrire genre. Juste de break, et après, juste de mettre, après la loupe, de faire result égale counter. En gros, tu retires le counter. Ouais.
Et vraiment, type, parenthèse, marche pas. Ouais, parce que du coup, voilà, il y a écrit, vu qu'on fait le break, ça renvoie à un En fait, type. c'est que t'as un if qui return et après, par contre, il returne pas. Ouais. Et, donc, faudrait, je pense, soit return dans. Mais il a dit que tu peux pas return dans une loop. Ah, du coup, je pense qu'il faut juste. Faut juste séparer les deux, quoi. Voilà. Ok, bon, on peut faire les fonctions ensemble, du coup. Ça va aller assez vite, normalement, celle-là. Bon, la première, il faut juste écrire la fonction callMe qui prend pas d'argument et qui retourne rien. Tac. Ouais, Et c'est là, bon. ça suffit à compiler. C'est bon, ça marche? Bon, du coup, écrire let machin égale loop avec le if dedans, ça. Ouais, Ça ça. un peu spé, genre. Ah, t'as fait ça avec le let result égal loop? Non, 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 non. Ok, t'as fait le Le let. loop et après. Ouais. Ok, moi, du coup, voilà, c'est ça. C'est basique pour l'instant. Ensuite, on a callMe qui prend une variable, mais on n'a pas le type qui est précisé. Donc, on va juste préciser, on va mettre par exemple un felt 252. Ça, on est sûr que ça va marcher quand on va filer 3. Et ça devrait compiler. Le suivant, on a callMe qui prend effectivement un argument qui est bien typé correctement, sauf que là, dans l'appel à la fonction, on ne l'a pas filé. Donc on peut le filer, on remet le 3 de tout à l'heure par exemple. Ça marche pas parce que c'est Ça marche aussi. let result, tu lui assignes le Ça, c'est facile pour tout le monde, ça. Et après, tu lui sinon, tu peux. Et le suivant, c'est on va apprendre du coup à mettre un type de retour. Donc sur sale price par exemple. Non, t'as fait juste écrire result On va égale. juste return un U32 aussi. Ouais, faut le mettre but. La fonction, c'est qu'on prend un prix, et s'il est pair ou impair, en fonction, ça va juste retourner le prix moins 10 ou moins 3. Donc on va garder un U32 ici. Et c'est tout. Donc, rien d'autre à faire, ouais. Voilà. Tout le monde avait réussi ça, j'imagine. Je pense pas que ce soit comme ça qu'il faut faire, mais. Il est déjà 19h53, donc Je sens le même. il nous reste encore pas mal de trucs à faire. Donc soit on les continue demain, ou alors on peut passer à autre chose. Pour demain, on peut soit faire des trucs du coup directement sur Starknet et voir comment déployer des tokens, etc. C'est assez fastidieux, il y a plein de trucs à configurer. Donc en théorie, c'est marrant, mais c'est vrai que c'est un peu chiant quand même. Mais ou alors, si vous voulez continuer à vous améliorer en Cairo, on peut faire des petits exos où vous serez plus indépendant. Du genre, par exemple, j'écris des tests unitaires pour un truc en base 64 et vous devez implémenter l'encodeur ou décodeur base 64 en question en Cairo. Donc, vous serez plus indépendant sur la journée, mais c'est pas encore Starknet, c'est encore du Cairo General Purpose, comme vous préférez. Je sais pas s'il y en a qui ont des préférences entre les deux. Alors, si vous préférez Starknet, levez la main. Comment si on fait Les tokens, déployer tokens? Ouais, plus des trucs directement. C'est bien aussi Des trucs general purpose, Cairo, genre apprendre le Cairo et directement. Après, on peut revenir sur Cairo, sinon je vais être à 3 jours. Du coup, ouais, on peut voir comment ça marche Starknet et interagir avec. Et après, on pourra revenir sur Cairo et continuer à améliorer vos bases. Après, si on continue les Starklings, on tombe à un moment sur un truc un peu plus. Ouais, un peu plus poussé, mais si tu veux vraiment faire des trucs plus poussés, il faut aller sur Node Guardians. C'est ça. Des trucs. Ah oui, ça a été mentionné, ça. C'est ça à la base qu'on devait faire, sauf que je sais pas si ça vous intéresse. En vrai, ça vous pouvez le faire chez vous, donc autant qu'on fasse des trucs ou faire un peu à quelque chose. Ah, ok. C'est une sorte de. Ça, c'est des exos vraiment liés à Starknet. J'ai déjà vu en plus avec le dragon. J'avoue, j'ai jamais utilisé. Moi. C'est sympa. 20h. Je pense que. Non, on fait ça. Il y avait des prix sur il est 1,55. Après, ça fait encore 20h30. Parce que tous les campus, c'est 20h30, c'est pas 20h. Du coup, Node Guardian, c'est vraiment lié à Starknet directement. Et ça va être cool, mais je pense que c'est sympa si avant on voit ensemble comment
comment utiliser vite fait, comment créer son propre projet Kero, parce que là, vous avez fait du Kero directement, mais comment vraiment créer un projet Kero, utiliser le package manager qui s'appelle Scarb, qui permettra d'ajouter des dépendances, comment customiser vite fait un token, et après comment le déployer. Donc interagir avec Starknet via un wallet, etc. Il y a pas mal de trucs à voir, ça va être vraiment fastidieux, mais à la fin, voilà, on a un wallet, on a créé son token, donc c'est cool. On peut s'arrêter là. Merci. C'est carré. Pour les ressources. Ça, moi, je me fais tout. Avec en plus, tu vas pouvoir intégrer Si ça marche. tu peux pas arrêter Dans ces preuves de champ d'application. Ouais, en vrai, il y a pas grand-chose à montrer, c'est vraiment juste des maths. Attends quelques C'est les ennemis. Donc voilà. Du coup, il y a d'abord le. Ça dépend si tu es à l'aise en maths ou. pas autant que toi. Non, justement, je suis pas très bon en maths, justement, mais il y a ça qui est cool, c'est Stark. Directement. Ah oui, Stark et Snark. Voilà. C'est un tutoriel pour écrire un prover qui utilise des Stark. Pas mal de vidéos, c'est assez long à chaque fois. Il y a sur GitHub voilà, des infos. Mais il y a en gros c'est toute la théorie qui est derrière. Faut vraiment avoir un bon niveau en perso, je suis pas capable de tout vous saisir. Mais les bases en tout cas elles sont. Voilà, mais voilà, en tout cas, tu as les bases de quoi? C'est la Bitcoin. Mais du coup, ça fonctionne comme avec Ethereum, où tu as le même principe de. Tu as une blockchain, une layer 1, et au-dessus, tu as Starknet qui pourrait prouver des trucs et vérifier l'exécution sur Bitcoin. En fait, sur Bitcoin, tu as un langage qui s'appelle le Bitcoin Script, qui est un langage vraiment basique. Tu peux faire des trucs un peu plus compliqués, tu peux envoyer des fonds et en recevoir, etc. Programmer quelques trucs dans ta transaction et il y a un OPI-code qui s'appelle OPI4 qui permet de concaténer deux chaînes de caractères, enfin deux valeurs ensemble. Et ce truc-là, il est essentiel si tu veux pouvoir vérifier les stars. Et donc, du coup, il n'est pas encore accepté OPI4. Il y a une bataille au sein de la gouvernance Bitcoin pour savoir si on accepte OPI4 ou pas. Parce que si on l'accepte, ça permettrait de faire des trucs un peu plus. Moins liés au paiement, et donc les bitcoins maximalistes qui croient vraiment que au paiement et ils ne veulent pas qu'il y ait autre chose que le paiement. Et ceux qui veulent que Bitcoin soit plus scalable, justement, militent pour qu'il y ait au 4, ça permettrait de scale avec une layer 2 comme Starknet. Et Starkware, en tout cas, on a réussi à créer une Donne des propriétés à ce que tu vas mettre dessus. Ouais, carrément.